Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Alors, merci d'être présent. Nous allons peut-être laisser encore quelques instants aux derniers participants pour se connecter et puis nous pourrons démarrer. Je vous invite dans la zone chat à me dire si tout est OK, si vous me voyez, si vous m'entendez. Alors, OK. Tout est OK. Bonjour. Tout est OK. On attend encore une petite minute. J'ai l'impression que tout est OK. Oui, parfait. Je vous vois, je vous entends. Mais écoutez, moi, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Moi, je suis ravie de vous accueillir et de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous prévention santé, et donc le premier de l'année. Alors, je me présente, je suis Sabine Curcy, je suis référente prévention au sein de la direction de l'action sociale et sociétale pour les métiers santé et prévoyance du groupe Apicil. Et notre mission à l'action sociale, c'est de vous accompagner, vous et vos proches, tout au long de la vie, et plus particulièrement dans les moments de fragilité. Nous soutenons également des projets sociétaux avec dans un objectif d'améliorer l'accès aux soins, d'accompagner les patients et leurs familles, favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap ou encore d'encourager la recherche médicale. Et parce que la santé et le bien-être de nos assurés nous tiennent particulièrement à cœur, nous proposons tout au long de l'année, un programme de prévention santé pour informer, sensibiliser et accompagner chacun. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, la nutrition. Donc, entre les recommandations, les idées reçues, les habitudes de chacun, il n'est pas toujours évident de savoir comment manger de façon équilibrée ou simplement ou sans culpabiliser. Alors, ce webinaire a justement pour objectif de vous donner des repères clairs et de vous aider à adopter au quotidien des bons réflexes. Alors, je vous invite à poser vos questions dans le chat et puis nous prendrons un moment en fin de session pour y répondre. Et nous prendrons également quelques minutes pour vous présenter l'application Smart Diet dont l'accès est offert aux premiers inscrits. Alors, pour animer ce webinaire, moi, j'ai le plaisir d'accueillir Madeleine Rivola, qui est diététicienne chez Smart Diet. Bienvenue et merci d'être avec nous. Je vous laisse la parole et surtout un très, très bon webinaire. Merci beaucoup. Mais merci à tous d'être avec nous là pendant cette pause repas, puisqu'on peut imaginer qu'à midi, vous êtes peut-être en train de manger en nous regardant. Donc, je m'appelle Madeleine Rivola, je suis diététicienne nutritionniste. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions généralistes à la fin du webinaire. On se laissera une dizaine de minutes. Je répondrai pas à des questions personnelles, par exemple sur vos bilans sanguins ou autres. Pour ça, eh bien, on va vous présenter l'application Smart Diet où vous pourrez prendre rendez-vous avec une diététicienne pour le faire et pour vous accompagner. Par contre, évidemment, si vous avez des éclaircissements, peut-être des choses que vous avez entendues ou autres, là, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en fait, ce que je vous propose pour commencer ce webinaire, c'est peut-être qu'on fasse, pour se calmer, pour faire diminuer notre niveau de stress de la journée, réoxygéner un petit peu notre cerveau, nos petites cellules, et peut-être de faire une grande respiration ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est d'inspirer très fort par le nez. On gonfle bien les poumons et on souffle tous ensemble. Tout doucement. Et on recommence encore une fois. Et rien qu'en ayant fait ça, moi-même, je me mets à parler plus calmement et vous, ça vous amène aussi de la sérénité dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, ce petit exercice de respiration, vous pouvez le faire régulièrement dans la journée. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très chronophage. Et par contre, ça permet vraiment de se sentir mieux, de redonner de l'oxygène au cerveau et d'être tout simplement mieux dans son corps, mieux dans sa peau. Donc, aujourd'hui, on va traiter mieux manger pour mieux vivre, les clés d'une alimentation équilibrée. Et pour commencer, je vous propose de faire un mini quiz avec cette première question, ce premier sondage, qui est, selon vous, pourquoi manger équilibré? Vous avez normalement quelque part sur l'écran un petit quelque chose qui s'affiche où voilà, il y a un nouveau sondage qui est disponible avec une bulle d'information et où vous pouvez répondre.
Alors, je pense que ça calcule, du coup, les réponses au chat et au sondage plutôt. Allez, donnez-nous votre avis sur le sujet. Ah, nous avons Sandrine qui nous dit que ça ne fonctionne pas. Donc, Ben, moi, n'hésitez en pas. tout cas, je vois qu'il y a un maximum de réponses, 85% sur être en forme. Donc, votre objectif pour ce webinaire, c'est être en forme et je vais essayer de vous donner toutes les clés pour ça. Donc, manger équilibré, globalement, ça permet quoi? Ça permet de répondre aux besoins de notre corps tout au long de la journée et quel que soit notre rythme de vie, du plus sédentaire finalement au plus actif. Ça va venir soutenir notre concentration et apporter au cerveau une énergie qui est régulière pour maintenir notre niveau d'attention. Mais aussi, ça va nous permettre d'être vraiment en forme au quotidien, en ayant voilà, un sentiment d'être plus dynamique, d'arriver à mieux gérer la fatigue physique et la fatigue mentale, et de répondre, si vous faites de l'activité physique, par exemple, aux besoins d'effort, hein, tout simplement. Donc, le petit quiz, toujours être en forme, 85%, et ensuite moins de 5% pour soutenir les efforts physiques, soutenir la concentration et autres. Je vous propose, pour apprendre à mieux vous connaître, un deuxième petit quiz sur vrai ou faux, est-ce que les féculents font grossir? Sont-ils des démons de la nuit qui viennent faire gonfler la taille de nos hanches? Vous pouvez répondre soit dans le chat si vous n'arrivez pas à répondre sur le sondage, soit directement dans la case du sondage. Ok, j'ai une majorité de faux. Et ça charge pour les gens qui nous répondent sur le sondage. Normalement, sur le côté du chat, vous avez une petite bulle avec le chat et juste en dessous, vous avez un petit carnet, comme un petit carnet de notes avec écrit sondage. Si vous cliquez dessus, probablement que vous pouvez répondre au sondage. En attendant les réponses au sondage, je vous propose de répondre à cette question et la réponse, c'est faux. Les féculents ne font pas grossir. On va évidemment revenir dessus, mais c'est un ingrédient, un aliment indispensable, en tout cas une famille d'aliments indispensables qui vont venir nourrir notre cerveau, nourrir notre sang et qui sont vraiment indispensables au fonctionnement de notre corps. Encore une petite question, vrai ou faux, est-ce qu'une prise alimentaire entre deux repas principaux est forcément un grignotage? Et on a eu à nouveau 85% de faux pour les féculents et 15% de vrai. Donc, on va en reparler pour les 15% de vrai. Donc, je vous ai laissé le temps de répondre. Pour répondre à cette question, la réponse est faux. C'est pas spécialement un grignotage. Il y a une différence entre le grignotage et la collation. Le grignotage, ça va correspondre à une prise alimentaire qui va être irrégulière et spontanée, plutôt de l'ordre de l'envie finalement, quelque chose qui va être très impulsif. Alors que la collation, c'est une prise alimentaire qui va être planifiée, qui va être vraiment pensée pour répondre à un besoin réel de faim. Donc, ça permet de répartir mieux mes apports sur la journée. Et donc, ce n'est pas une prise alimentaire supplémentaire qu'on pourrait appeler une prise alimentaire hédonique pour le plaisir alimentaire, mais vraiment quelque chose qui équilibre ma journée avec plusieurs composantes à l'intérieur. Et un petit peu plus tard, on verra comment on équilibre cette collation. Donc, pour cette réponse, j'ai eu 35% de vrai et 65% de faux. C'est bien, hein, vous êtes chouette, c'est super. Merci de me répondre. Dernière question, est-ce que c'est vrai ou faux que les aliments sources de protéines sont réservés aux sportifs? Est-ce que quand on consomme des protéines, on devient forcément Schwarzenegger? Je vous laisse répondre quelques secondes. Et donc, évidemment,
pour moi en tout cas, mais la réponse est faux, puisque les aliments sources de protéines, c'est pas du tout réservé qu'aux sportifs. Au contraire, c'est indispensable pour tout le monde pour préserver notre masse musculaire, renouveler nos tissus, nos cellules, participer à notre système immunitaire, favoriser la satiété et surtout avec l'âge où on a tendance à perdre facilement de la masse musculaire, eh bien ça permet de garder un bon état de santé. Et ça, c'est super chouette parce que tout à l'heure, vous m'avez tous dit, 85% d'entre vous, que l'objectif pour lequel vous êtes là, c'est de rester en santé. Donc, avançons un petit peu dans le webinaire. Ah bah là, 100% de faux. Donc, super, on est vraiment tous alignés. Et quand je disais pour moi, c'est logique, visiblement, c'est logique pour tout le monde. Donc, décrivons l'équilibre alimentaire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'escalier des recommandations nutritionnelles. On va de ce dont on a le moins besoin finalement dans notre alimentation à ce dont on a le plus besoin pour venir nourrir notre organisme. Pour autant, tout est important, excepté peut-être, on va dire, pour l'organisme, des produits sucrés, mais je reviendrai dessus. Cet escalier des recommandations alimentaires, il vient de ce qu'on appelle le PNNS, le Programme National Nutrition Santé, qui va essayer de favoriser la bonne santé chez tous les Français en fonction de leur âge et de leurs besoins alimentaires. Et donc, c'est un escalier qui se lie de gauche à droite. Et je vous propose qu'on commence tout de suite par les produits sucrés et ultra transformés. Donc, dans cette catégorie-là, on va vraiment inclure les margarines, la glace, le sucre, les chips, les biscuits apéro, les jus de fruits, etc., qui vont être des produits qui sont riches en matières grasses, souvent des matières grasses saturées, en sucre, en sel, en additifs alimentaires. Donc, des produits qui finalement vont nous apporter du plaisir alimentaire, vont nous apporter quelque chose d'hédonique, encore une fois, mais par contre qui ne sont pas forcément essentiels pour notre santé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. C'est toujours la dose qui fait le poison. Donc, l'idée, c'est d'en manger, mais dans des quantités qui sont adaptées. Et typiquement, beaucoup de gens ne le savent pas, mais en fait, les charcuteries, et le jambon blanc en fait partie, sont des produits à plutôt limiter parce qu'ils contiennent des nitrites. Et en plus de ça, ils vont contenir beaucoup d'additifs, de sucres ajoutés comme du glucose, fructose, etc., qui sont pas très bons pour notre foie. Donc, encore une fois, c'est pas on n'en consomme pas, c'est on en consomme, mais à sa juste valeur, entre guillemets, pour le plaisir alimentaire. Je dirais, et on reviendra un peu dessus tout à l'heure, mais que ces produits-là, il faut vraiment prendre du plaisir quand on les mange. Donc, si vous avez tendance à avoir un petit peu des comportements un peu boulimiques ou du coup à vous remplir, etc., peut-être que finalement, il n'y a pas tant de plaisir alimentaire, il y a une recherche de besoin ou d'habituation. Et ça, ce sont des choses qui se travaillent et qui se travaillent vraiment bien avec des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Donc, on vous reparlera de la plateforme Smart Diet, mais n'hésitez pas à venir voir quelqu'un si vous êtes dans cette situation-là et que vous voyez que vous perdez complètement le contrôle et que c'est très, très difficile pour vous de gérer ces situations-là. Ensuite, les matières grasses. On essaie d'aller vers des matières grasses de qualité. Globalement, il n'y a pas vraiment de matières grasses de mauvaise qualité et de matières grasses de bonne qualité. En réalité, elles nous servent toutes, sauf qu'elles ne servent pas à la même chose. Les acides gras saturés, ils vont être plutôt précurseurs de cholestérol. Vous allez en trouver dans le beurre, dans la crème fraîche, dans toutes les graisses animales, excepté celles qui viennent des poissons. Et ces acides gras-là, ils nous servent à entourer nos cellules. Donc, toutes nos petites cellules sont faites de gras, en fait, et donc il est essentiel pour notre organisme. Par contre, à côté de ça, il peut avoir un effet qu'on appelle thrombogène et athérogène. Il fait des plaques d'athérome dans nos vaisseaux, si on en consomme en trop grande quantité, ou il peut créer des petits caillots dans notre circulation sanguine qui va venir boucher un plus petit vaisseau dans notre cerveau ou dans notre cœur. Donc, c'est vrai qu'il faut y faire attention, mais encore une fois, les matières grasses, ça vient soutenir tout le fonctionnement hormonal. Donc, l'idée, c'est pas de les supprimer, c'est plutôt de savoir les sélectionner correctement et de profiter, de bénéficier de tout leur rôle sur notre cerveau, sur nos hormones, sur nos membranes, d'accord ? Donc, si on peut, on essaye de favoriser plutôt des huiles qui sont riches en oméga 3 et qu'on va venir consommer accrues. Les huiles riches en oméga 3, ça va être l'huile de chanvre, l'huile de colza, l'huile de noix, par exemple, l'huile de caméline, qui ont des goûts en plus très différents et qui permettent de donner vachement de goût dans nos crudités et c'est super chouette. Ces huiles-là, elles se conservent au réfrigérateur puisque les matières grasses ont tendance à rancir. À côté de ça, on va essayer de limiter les graisses comme le beurre, la crème fraîche, etc. Mais on les élimine pas parce qu'elles sont quand même riches en vitamines qu'on appelle liposolubles. Donc, la vitamine A,
qui est essentielle pour la vision, et la vitamine D qui est essentielle pour la calcification osseuse. Donc, il ne faut pas les supprimer, il faut les consommer, encore une fois, dans la bonne quantité. Je parle aussi des graines oléagineuses qui sont aussi une source de matière grasse. C'est ce qu'on appelle aussi les fruits à coque. Et donc, ces fruits à coque sont excellents aussi pour notre santé, avec un petit coup de cœur pour les noix qui, elles aussi, sont riches en oméga 3. Donc, n'hésitez pas à parsemer vos salades de noix, à assaisonner vos plats avec des huiles accrues. Ça peut être très bien. Je me fais des légumes vapeur, type haricots verts et autres. Et derrière, à la fin, je me mets un filet d'huile de lin avec quelques petites graines de lin, par exemple, ou ce genre de choses. Ensuite, les oméga 3, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Vous les retrouvez dans les poissons gras comme les anchois, les sardines, le maquereau, le hareng, truite, saumon, thon rouge, qui sont des plus gros poissons et qui sont donc plus pollués au méthylmercure. Donc, quand même, je vous conseille plus les petits poissons que vous retrouvez dans les conserves que ces gros poissons-là. Si vous avez un choix à faire entre le saumon et la truite, c'est pas tout à fait le même goût, je vous l'accorde, mais prenez peut-être plutôt de la truite qui vient de France et dont l'alimentation est beaucoup plus contrôlée pour le coup. Les oméga 3, ça a un vrai intérêt aujourd'hui. Il y a plus de preuves à amener sur ce sujet-là. Elles sont déjà toutes sur le devant de la scène, je dirais. Ça contribue à la santé cardiovasculaire parce que ça réduit le cholestérol sanguin et ça aide à améliorer la tension artérielle pour les gens qui ont de l'hypertension artérielle. Ça va permettre de participer au bon fonctionnement du cerveau, de la mémoire, du système nerveux. Donc, ça éloigne les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, par exemple. Ça va aider à réguler l'inflammation dans le corps, à soutenir la récupération après l'effort. Et donc, pour toutes les maladies inflammatoires, je pense à toutes les maladies rhumatoïdes, au SOPK pour certaines femmes, par exemple, aux ovaires polykystiques, à l'endométriose, etc. Les oméga 3 vont vraiment venir soutenir la santé du corps et réduire l'inflammation. Et ça va aussi contribuer à une santé musculaire et articulaire plus efficace. Si vous devez le prendre en complément alimentaire, essayez de choisir un complément avec un bon ratio dans ce qu'on appelle l'EPA et le DHA. Voilà, vous avez des conseils sur ce sujet-là. Et sinon, n'hésitez pas à privilégier les aliments qui sont issus de bleu blanc cœur, qui sont des animaux nourris aux graines de lin, excusez-moi, qui donc naturellement sont plus riches en graines de lin et tous les autres aliments que je viens de vous citer. Mais oui, vous avez raison, vive les oméga 3, petit cœur sur les oméga 3. Ensuite, les viandes, volailles, poissons, œufs et toutes les alternatives végétales qui peuvent exister. On en parlait tout à l'heure, les protéines, c'est pas que pour le sportif. Clairement, qu'elles soient d'origine animale ou d'origine végétale, elles vont participer à la construction et à la réparation de nos muscles. Elles vont favoriser la satiété, donc elles vont diminuer nos envies de grignoter. Et surtout, en fait, elles participent tellement au renouvellement de notre corps, que ce soit au niveau hormonal, anticorps, hémoglobine, qu'elles éloignent les microbes, elles permettent de soigner plus rapidement et surtout, elles permettent au corps d'avoir un fonctionnement optimale. Les sources alimentaires, en général, vous les connaissez. Il va y avoir les volailles, les viandes, les poissons, les produits de la mer, les œufs et les légumineuses aussi. Donc, tous les haricots rouges, haricots blancs, les pois, les fèves, etc. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'alterner, avoir à la fois des aliments d'origine animale qui vont vous apporter des protéines, mais aussi venir vous complémenter naturellement avec des protéines d'origine végétale. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une complémentation. Donc, si on mange des protéines végétales, on va essayer de mettre du riz, qui est une céréale, avec des lentilles, par exemple, qui est une légumineuse, qui va permettre d'avoir vraiment une protéine qui est complète et bien utilisable par notre organisme. On recommande un poisson gras, un poisson maigre par semaine. Et ensuite, au niveau des légumineuses, l'idée, c'est d'en apporter au moins 2 fois par semaine. Sachez qu'avec les légumineuses, on peut faire des choses extraordinaires et notamment des collations avec le pois chiche, avec le haricot rouge, qui sont plutôt digestes et en plus qui permettent d'avoir un super taux de rassasiement et qui sont très rapides à faire, où on mixe tout, on met au four et ça fait comme des petits brownies ou des petits cookies, ou c'est vous qui donnez la forme, donc ça c'est super chouette. En gros, les poissons gras, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les anchois, le hareng, le saumon, la truite, je vais y arriver, le maquereau, la sardine, etc. Et tous les autres, ce sont des poissons maigres, pour revenir du coup sur les poissons.
Combien d'œufs max par semaine? Normalement, je suis censée à tout répondre à la fin, mais bon, comme c'est dans le sujet. Pour les œufs, il n'y a pas de recommandation. Aujourd'hui, l'ANSES ne donne pas de recommandation sur ce sujet-là. Pour les maladies cardiovasculaires, on dit 6 à 8 œufs maximum, mais encore une fois, sans réelle recommandation. Le risque pour les œufs, c'est globalement le taux de cholestérol qui est contenu dans le jaune. Mais comme le cholestérol est constitué à la fois de cholestérol endogène qui est produit par notre foie et de cholestérol exogène qui vient de notre alimentation, quand on sait que le cholestérol endogène, c'est 70% du cholestérol qui est produit par notre corps, c'est vrai que ça ne sert à rien non plus de se mettre en supra-restriction sur notre alimentation, mais du coup, on essaye juste de faire un petit peu attention. Ensuite, est-ce que vous consommez des produits laitiers, lait, yaourt, fromage? Je vous laisse me répondre dans le sondage. Madly, est-ce qu'on a un sondage? On n'a pas de sondage, c'est pas grave. Hop, répondez-moi dans le chat. Est-ce que vous consommez plutôt plus de 2 portions par jour ou plutôt moins de 2 portions par jour? Ah, beaucoup de produits laitiers. Trop de produits laitiers. Ah oui, d'accord. Pas de laitage. Ok. D'accord, d'accord. Ah, on a quand même majoritairement plus de 2, hein, j'ai l'impression. Avec quelques différences entre vous, avec certains qu'on consomme pas du tout, certains peut-être par choix, par goût, qui aiment pas le fromage, peut-être par maladie aussi cardiovasculaire, où on dit qu'en général, on l'évite. Ok, donc le fromage, les produits laitiers. En gros, il y a plusieurs variantes de produits laitiers. Leur rôle déjà, c'est quoi? Ça permet un apport en protéines d'origine animale, donc une protéine qui va être très digestible pour notre organisme. C'est aussi une source de calcium, de phosphore, de zinc et de vitamines du groupe B comme la B2, la B5 et la B12, avec plein d'autres nutriments à l'intérieur. Les produits laitiers, il y a certaines personnes, par exemple, qui ont des maladies inflammatoires qui les tolèrent mal et elles se rendent compte, quand elles les enlèvent de leur alimentation, que ça va mieux. Ça, le plus important, c'est que vous vous sentiez bien par rapport à ce que vous consommez. L'intérêt des produits laitiers, quand même, il est que vous avez des protéines de bonne qualité. Mais si à la fois ça vous rend malade, bah, ça sert à rien d'en consommer pour vous sentir pas bien, pour avoir du calcium. Vous pourrez en retrouver dans les légumes, etc. On va en reparler. Les sources alimentaires, en général, vous les connaissez, hein, c'est le lait, les laitages, hein, comme le fromage blanc, les yaourts nature, etc. Et l'idée, c'est d'essayer de varier. En moyenne, on recommande 2 portions de produits laitiers par jour, en variant une portion de fromage, par exemple. Si j'ai des problèmes d'hypercholestérolémie, bah, peut-être que je vais plutôt aller vers des fromages frais, hein, comme du chèvre frais, des Saint-Maurès, etc., qui sont moins affinés, donc qui contiennent moins de matières grasses et qui me permettent de me faire quand même une tartine de fromage. Et puis pour les autres, bah voilà, peut-être un yaourt, une portion de fromage pas dur et autres. L'essentiel, c'est d'avoir du plaisir alimentaire. Ma petite astuce, c'est de dire que si j'ajoute un yaourt nature ou une portion de fromage à la fin du repas ou en collation, eh bien ça me permet d'avoir un dessert qui me permet de finir sur des protéines alimentaires et donc un bon niveau de rassasiement. Mais je peux aussi ajouter des petits morceaux de fromage dans mes salades si ça me fait plaisir, ou encore cuisiner les sauces à base de yaourt. Et ça permet d'alléger l'apport en matière grasse de ma sauce plutôt que de la crème fraîche, par exemple. Ensuite, sondage numéro 5. Consommez-vous les fameuses 5 fruits et légumes par jour dont on entend parler partout à la télévision? Je mets votre question en favori Claire B et on y répondra après. Ok. J'ai l'impression que c'est mitigé, hein. Il y a autant de oui que de non. Donc, globalement, les fruits et légumes, encore une fois, à quoi ils nous servent? Bah, le rôle, c'est les fibres alimentaires, les vitamines, les minéraux, les antioxydants. Les antioxydants, ça aide à avoir une belle peau, à avoir l'air jeune très longtemps et surtout à protéger nos cellules. Et puis surtout, bah, ils vont améliorer la digestion, soutenir notre immunité grâce à la vitamine C qu'ils contiennent entre autres et prévenir de beaucoup de maladies chroniques. Dans les fruits et les légumes crus, il y a la vitamine C. Par contre, quand vous les mangez sous forme
comment dire, de cuit, hein, comme dans les compotes, etc. Là, il y a plus de vitamine C parce que elle est très sensible à la chaleur. Bon, les sources alimentaires en général, on les connaît tous, hein, et puis vous en avez quelques exemples. Les recommandations alimentaires, c'est 5 portions de fruits et légumes par jour, mais qui veut pas dire 5 de l'un et 5 de l'autre. Ça veut dire 5 en tout. Une portion, on considère que c'est à peu près 80 à 100 grammes. Donc, en fait, vous voyez bien que si je mange 500 grammes de fruits et légumes par jour, donc, par exemple, 200 grammes de fruits et 300 grammes de légumes, je couvre mes besoins alimentaires. Ensuite, je peux avoir besoin, parce que j'ai plus d'appétit, d'en manger plus en quantité. Le plus important, je vous dirais, c'est de manger des fruits et des légumes que vous aimez. De pas abuser sur les fruits, parce que pour le coup, les fruits, c'est très riche en fructose, qui est pas très bien toléré par notre foie et qui peut facilement vous faire prendre du poids, alors que à la base, vous mangez des fruits en vous disant « trop chouette les fruits ». Et ça arrive souvent l'été avec la pastèque, le melon, les fraises et tout ça. C'est un peu addictif, hein, faut bien dire la vérité. Ensuite, peu importe que vous les mangiez en frais, en surgelé, en compote sans sucre ajouté, en conserve, etc. Si vous les consommez en frais, bah vous les découpez, vous les mangez. Si vous les consommez en surgelé, ils ont été cueillis à maturité, lavés, surgelés, et du coup, vous avez normalement des fruits et légumes de saison. Donc, ce sont de très bons produits. Il n'y a aucun problème à manger des surgelés. Ils sont même parfois plus riches en vitamines et en minéraux, en fait, que des fruits frais ou des légumes frais qui seraient restés sur des cargos pendant très longtemps et qui ont donc perdu tout leur intérêt nutritionnel. Et en conserve, le conseil qu'on peut vous donner, c'est essayer de choisir des conserves où il n'y a pas de sel ajouté à l'intérieur, hein, il y en a. Et si ProSimple, je pense par exemple, fait ça. Je connais qu'une marque, alors je suis désolée, je cite celle-ci. En conserve, par contre, s'il y a du sel ajouté à l'intérieur, bah, essayez plutôt de rincer vos légumes après les avoir sortis de la boîte pour essayer d'enlever une partie du sel qui est dessus. Mais en tout cas, si vous pouvez prendre des bocaux en verre qui sont inertes plutôt que de l'alu, c'est très bien. Et surtout, si vous pouvez les prendre sans sel, c'est encore mieux. Mais on fait tous du mieux qu'on peut. Et l'essentiel, c'est pas est-ce que j'ai fait parfaitement, c'est est-ce que j'ai essayé de faire. Donc, pas de culpabilité, on n'est pas parfait, on ne cherche pas à l'être, mais par contre, l'idéal, c'est essayer de mettre des fruits et des légumes dans son alimentation. Ok, je répondrai aux questions après, hein. Ensuite, du coup, les féculents. Les féculents, c'est une source d'énergie où souvent, je vous ai posé la question au début, on se dit « Ah, il y a des démons de la nuit qui font que quand on mange des féculents, on va grossir, etc. » Or, en fait, c'est pas du tout le cas. Le féculent, ça vient nourrir le cerveau qui est glucodépendant, hein, qui sait se nourrir quand même que de ça, et les hématies, donc les cellules, les globules rouges de notre sang, qui ne savent se nourrir aussi que de ça. Donc, en réalité, c'est quand même hyper important, il faut bien le dire. Les féculents, c'est plusieurs catégories. C'est les céréales, tout d'abord, avec le riz, l'avoine, le blé, etc. Les légumineuses, avec les haricots secs, qu'on a cité tout à l'heure, hein, toutes ces petites graines-là un peu sèches. Et puis, les tubercules, avec la pomme de terre, la patate douce, l'igname, le coro, etc. Vraiment, son seul rôle au féculent, c'est de nous donner de l'énergie. Bah, vous vous doutez bien que c'est comme une voiture. Si la voiture est très active et qu'elle roule beaucoup, et ben, pour le coup, évidemment, elle va avoir besoin de beaucoup d'énergie. Donc, on va souvent aller faire le plein. Au prix de l'essence, c'est pas chouette. Mais on va quand même souvent aller faire le plein. Quand vous faites peu d'activité physique et que vous êtes plutôt sédentaire dans votre quotidien, bah, c'est vrai que vous avez besoin de féculents parce que dans tous les cas, votre cerveau, il continue de fonctionner. Votre sang, il continue de circuler. Et en plus, il amène quand même de l'oxygène un peu partout dans votre corps. Donc, il est essentiel. Par contre, il faut en adapter la quantité. C'est ça qui va être vraiment important, c'est adapter la quantité de féculents à son besoin personnel. Sinon, en effet, on peut avoir tendance à faire du stockage et à venir stocker ces féculents un peu partout dans notre organisme. Mais pour autant, c'est pas le féculent le problème. Encore une fois, c'est quand la dose n'est pas adaptée à notre besoin. Donc, on met pas les féculents à côté, sinon après on a envie de manger des Kinder et j'en passe. Au contraire, on en mange à chaque repas, mais par contre on adapte la portion selon notre appétit et selon notre activité physique. On essaie de privilégier des sources de fibres qui vont être bons pour notre transit intestinal et pour notre microbiote intestinal. Et pour ça, la recommandation, c'est essayer de consommer au moins une fois par jour un féculent complet et notre fameuse portion de légumineuses, nos 2 portions par semaine dont on a parlé tout à l'heure.
Un petit focus sur les fibres, hein, je viens de vous en parler. Voilà les recommandations pour atteindre les quantités de fibres qui est de 25 à 30 grammes par jour. Donc, idéalement, des légumes à tous les repas, des fruits à peu près 2 fois par jour. On dit qu'en termes de quantité, il faut que ça tienne dans la paume d'une main. Des légumes, voilà, à tous les repas, pardon, des féculents complets 1 fois par jour. Et si vous le tolérez pas digestivement, ne vous obligez pas à manger des féculents complets, donc du pain complet ou autre. Si vous ne l'aimez pas au niveau du goût, ne le mangez pas. Essayez peut-être de prendre du semi-complet. Il faut quand même être dans le dans le respect de vos envies alimentaires, parce que la nourriture, c'est quelque chose qui à la fois fait plaisir dans la bouche, active des récepteurs de plaisir dans notre cerveau. Et si donc on a des assiettes qui sont vilaines, qu'on n'a pas envie de manger parce que c'est poisson maigre, haricots verts, tout vapeur, pas un filet d'huile, etc., le cerveau va avoir envie de vous amener vers des trucs plus appétants. Donc c'est important aussi d'avoir des assiettes et des repas qui vous font vraiment plaisir à consommer. Et il n'y a pas de mal à ça. Et ensuite, dans les fruits à coque, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ils sont aussi riches en fibres. L'eau, indispensable à la bonne santé. Hein. Je dirais que l'eau, c'est la vie. Donc, essayez de boire suffisamment d'eau entre les repas et un petit peu à table. Et ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Ça, c'est vraiment les recommandations que je peux vous donner. 2 petites astuces pour ça que je donne au cabinet à chacun de mes patients. La première, à chaque fois que vous allez aux toilettes, vous rebuvez un verre d'eau. Comme ça, déjà, ça entretient la machine. Et ensuite, essayez d'adopter la technique de un tic, un verre d'eau. Typiquement, moi, je me remets souvent ma petite mèche là, vous voyez. Et c'est quelque chose que je fais spontanément plein de fois dans la journée. Eh bien, puisque je le fais, je peux me dire, en tout cas intellectuellement, j'essaye de me dire, eh bien, à chaque fois que tu remets ta petite mèche derrière ton oreille, tu bois un verre d'eau ou tu bois 2 gorgées d'eau, par exemple. Un verre d'eau, c'est peut-être beaucoup, mais 2 gorgées d'eau. Si vous avez des petits tics aussi, vous rongez un peu vos ongles, bon, ça peut être un signe de nervosité. Vous avez tendance à vous gratter le lobe, je sais pas, moi, vous jouez avec vos piercings si vous en avez. Bref, des choses comme ça, vous faites votre kiki dans les cheveux ou autre. Eh bien, n'hésitez pas à associer à toutes ces petites choses qui sont déjà présentes dans votre vie, qui vous font pas une charge mentale supplémentaire. N'hésitez pas, du coup, à y associer le fait de boire, parce que du coup, ça simplifie les choses. Donc, dans l'idéal, on va essayer d'avoir un verre au réveil pour réhydrater l'organisme. Ensuite, dans la matinée, environ 3 verres d'eau. Au déjeuner, 1 à 2 verres d'eau. Ça sert à rien de trop boire pendant qu'on mange. Hein. On produit à peu près 1 litre de salive par jour. Donc, croyez-moi que si on mastique, le corps a tout ce qu'il faut pour bien fonctionner et bien mouiller les aliments. Ensuite, environ 3 verres dans l'après-midi et 1 verre au dîner. En général, je vous conseille d'essayer de vous arrêter de boire à partir de 19h, 19h30. En fonction de votre heure du coucher, évidemment, parce que ça permet de pas faire de pas aller aux toilettes la nuit, donc d'améliorer sa qualité de sommeil. J'en profite du coup pour faire un point prévention sur les boissons qui sont à limiter. Donc, on a passé sur les produits industriels et transformés tout à l'heure. Toutes les boissons sucrées, type soda, etc., sont des boissons transformées, souvent hyper sucrées, donc pas terrible pour notre organisme, mais à consommer occasionnellement avec grand plaisir. Ensuite, pour les jus, la recommandation aujourd'hui, c'est 1 verre 100% pur jus maximum par jour. Que vous le fassiez frais ou en bouteille, la différence, ça va être un peu les apports en vitamines, mais par contre, sur le taux de sucre, ça changera strictement rien. Et sur l'impact sur votre glycémie, ça ne changera non plus strictement rien. Je rappelle que la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et ensuite, on essaye de limiter les thés, les cafés, etc. Parce que c'est quand même des produits qui sont très excitants, qui peuvent nous empêcher de dormir, hein, tout simplement parce que leur effet dure assez longtemps. Et ça, pour le coup, il faut essayer de pas en consommer de trop, mais surtout de connaître sa limite. Si vous voyez que vous avez tous les soirs des problèmes pour vous endormir et que vous savez que vous consommez 3-4 cafés par jour, essayez peut-être de réduire à 3 cafés, voyez si ça va mieux. Peut-être si vous le buvez à 16h, essayez d'arrêter à 13h et de voir si ça va mieux, etc. Il y a une vraie logique autour de ça. Pour l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour avec au moins 2 jours d'abstinence. Et donc, ça fait 10 verres standards par semaine maximum.
Il n'y a pas de culpabilité sur l'alcool si on boit de façon modérée avec des gens, etc. Si par contre vous rencontrez un problème avec l'alcool et que ça vous fait souffrir, que vous sentez que cette situation elle n'est pas confortable pour vous, de la même manière que si vous avez des troubles des conduites alimentaires et que c'est pas confortable pour vous, il faut pas hésiter à vous faire accompagner. Santé publique France vous aide. Il y a des numéros verts qui vous aident aussi, et notamment le site Alcool Info Service. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Chaque verre d'alcool a un impact sur votre foie, peu importe le type d'alcool, que ce soit du vin, de la bière, etc. Ça ne change strictement rien. Donc, les antioxydants, les flavonoïdes, etc. que vous retrouvez dans la maturation du vin, en effet, ça a des effets positifs sur notre corps, mais en fait, vous les avez déjà par les fruits et légumes que vous consommez ou par exemple, les yaourts fermentés que vous mangez ou pourquoi pas par la fermentation de légumes que vous pouvez manger, mais sans alcool derrière, d'accord? Chaque fois que vous buvez de l'alcool, ça a un impact sur votre organisme et c'est la seule chose dont vraiment le corps n'a pas besoin et ne sait quoi faire. C'est pas une culpabilité si vous buvez de manière modérée avec des amis. Nos problèmes, comme le reste, hein, c'est la dose qui fait le poison. Donc, par contre, si c'est difficile pour vous, etc., n'hésitez pas à vous faire accompagner. Et dans l'assiette, en pratico-pratique, maintenant que je vous ai donné toutes les recommandations, qu'est-ce que ça donne? Au moment du repas, à chaque repas, on va essayer d'avoir une portion de féculents, en privilégiant au moins une fois par jour des féculents complets. On va avoir des légumes crus et ou cuits en fonction de nos choix alimentaires et une portion d'aliments qui va être source de protéines, donc soit animale, on l'a dit tout à l'heure, avec les volailles, les viandes, les poissons, les œufs, soit végétale, avec une complémentation en légumineuses et en céréales, par exemple. Ça nous permet d'avoir un repas qui est équilibré avec des matières grasses qu'on ajoutera en plus pour nourrir nos hormones, etc. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en dessert, en fonction de notre appétit, eh bien, on pourra très bien prendre un fruit ou un produit laitier en fonction de l'équilibre de la journée et de notre appétit. Encore une fois, c'est ça qui est le plus important. À noter que ici, je ne peux pas vous donner les quantités dont vous avez besoin parce que ces quantités-là, elles varient énormément d'une personne à une autre et c'est à adapter à soi et à son quotidien. Donc, ne vous comparez pas. Votre pire ennemi, c'est la comparaison avec les autres. Vous êtes tous uniques et c'est pour ça que je vous aime tous individuellement, c'est parce que vous avez tous votre personnalité, votre unicité et c'est ça qui fait que chaque être humain est merveilleux. Donc, ne vous comparez pas avec vos collègues Brigitte qui aurait perdu 12 kilos en 2 mois, etc. Potentiellement, vous faites la même chose et vous en avez perdu 2 et vous êtes juste dégoûté. Votre organisme, il fonctionne probablement pas tout à fait comme celui de Brigitte. Peut-être que votre style de vie n'est pas tout à fait celui de Brigitte, etc. Donc, soyez vous-même et cherchons des solutions pour vous. C'est ça le plus important. Ensuite, au petit déjeuner, qu'est-ce qu'on va y mettre? Eh bien, on essaye de mettre un petit peu de ces familles alimentaires dont on a parlé, avec pourquoi pas, par exemple, une protéine animale, un féculent, une portion de matière grasse, pourquoi pas un fruit, un produit laitier. On essaye de choisir parmi les couleurs qui nous sont proposées et d'avoir un petit déjeuner qui nous fait plaisir et qui est bien rassasiant. Si vous voyez que vous consommez votre petit déjeuner à 7 heures et qu'à 11 heures, le ventre commence à grommeler et que ce n'est pas confortable pour vous, eh bien, dans ce cas-là, il faudra peut-être soit changer la composition du petit déjeuner, soit manger un petit peu plus en quantité. Encore une fois, ça, c'est à adapter en fonction de chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Par contre, si, je sais pas moi, vous pouvez manger à 11 heures parce que vous avez un emploi du temps qui vous permet de vous adapter comme vous le souhaitez, là, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, vous continuez à faire votre petit déjeuner comme vous le faisiez avant. Concernant la collation, je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une différence entre un grignotage qui est quelque chose d'hyper compulsif en réalité et une collation qui va être un encas ou un petit repas varié et équilibré pris en dehors de nos 3 repas principaux. Donc, on va essayer de privilégier des aliments bruts et qui sont pratiques à emmener avec nous. Typiquement, par exemple, des oléagineux et une compote. Ou, je sais pas moi, si vous avez de quoi mettre du frais, un yaourt et une poignée de granola ou des choses comme ça. L'idée, c'est d'avoir un petit volume alimentaire et que grâce à ce petit volume alimentaire, vous ayez pas de compulsion alimentaire en rentrant chez vous. Combien de patientes je reçois qui me disent « Madeline,
Bon, Madame Rivola, Madeline, je suis vraiment embêtée parce que, en fait, quand je rentre le soir, je suis dans le tunnel du soir, j'ai des enfants, j'ai passé une dure journée. Et donc, en fait, quand je rentre, j'ouvre le frigo et je vois la lichette de fromage, le petit bout de pain, etc., etc. Et en fait, quand je commence, j'arrive plus à m'arrêter. J'arrive au repas du soir, j'ai pas faim. Je mange quand même parce que je suis en famille. Et en fait, tout ça, c'est plus. On met en place une collation qui lui fait plaisir, où elle peut prendre le temps de prendre cette collation, typiquement faire une pause dans sa voiture, 5 minutes, respirer un peu avant d'aller chercher ses enfants, il ou elle, avant d'aller chercher ses enfants, prendre sa collation, se faire du bien à ce moment-là en ayant un apport alimentaire, et ensuite, il n'y a plus de compulsion à la maison. Parce que le tunnel du soir, il devient beaucoup plus simple quand il n'y a plus d'obsession alimentaire et de besoin de faire redescendre la pression de la journée. Pour vous en parler un petit peu plus, eh bien, je vous propose de parler de sensations alimentaires. Donc, est-ce que vous arrivez à identifier quand vous avez faim? Et est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui détermine la fin des repas? En tout cas, comment on peut identifier la faim et se dire, OK, là, j'ai plus besoin de manger. Je lis 2-3 de vos réponses dans le chat. Ah, c'est pas facile, oui. Je ne sais pas si c'est par rapport au sujet d'avant ou au nouveau sujet, mais je suis d'accord que c'est pas facile. Difficile. Si j'ai envie de manger un légume, c'est que j'ai faim. Sinon, c'est de la gourmandise pour du sucre. OK. Je ressens rarement la sensation de faim. OK, on va en reparler. L'euro. Ah oui, là, c'est quand même qu'on est arrivé à un bon état de satiété. OK. Quand je sens que l'estomac est plein et que c'est stop. Quand l'assiette est vide, d'accord, j'ai du mal. Une petite touche sucrée. OK. Repas avec du sucre systématiquement, quand je me sens rassasiée, sinon quand je sens que mon ventre réclame, d'accord. Donc globalement, tout ce dont vous êtes en train de me parler quasiment, c'est des signaux. Et ces signaux, ils sont intéressants c'est intéressant d'aller les questionner. Donc par exemple, la sensation de creux dans l'estomac, la baisse d'énergie, la baisse de concentration, une humeur irritable. En fait, une phrase nous fait exploser alors qu'en fait, il s'est rien passé de particulier. Ce qu'on vous propose, c'est l'échelle de la faim. Si vous êtes entre 0 et 3, globalement, c'est souvent des envies alimentaires. Buvez un verre d'eau, essayez de vous changer l'esprit, de vous changer les idées, faites un truc agréable, écoutez un morceau de musique, respirez, etc. Et voir si ça calme ou pas votre envie de manger. Si votre faim, elle est entre 4 et 6, généralement, on a les signaux de la faim dont je vous parlais juste avant. Et là, c'est que c'est le moment de manger. Sinon, après, de 7 à 10, on passe un peu en mode dinosaure. J'ai tellement faim que ça gargouille, c'est désagréable, je me sens pas bien. Et du coup, dès que je croise un truc à manger, je me jette dessus, je croise la jambe de mon enfant, je mange son pied. Voilà, globalement, je suis déchaînée, j'ai besoin de manger. Et ça, c'est un sentiment qui est désagréable, c'est des ressentis qui sont désagréables et desquels on a envie de s'éloigner. Pour s'en éloigner, souvent, on va avoir tendance à manger trop et trop vite et des choses qui sont déséquilibrées parce qu'il faut se remplir. Donc, essayez de vous questionner sur cette échelle de la faim et ça vous permet vraiment en général de vous sentir plus confortable dans les repas. Une autre technique, et j'en parlais tout à l'heure, je disais que j'allais revenir dessus, c'est pour percevoir son rassasiement. Donc, le rassasiement, c'est vraiment quand on n'a plus de symptômes, on se sent plutôt apaisé par rapport à l'alimentation, mais on sent qu'il faut encore qu'on mange parce que sinon, on ne va pas tenir jusqu'au prochain repas. Donc, plus on va manger dans le calme et sans distraction, c'est-à-dire connecté à soi-même et connecté au présent, et plus on va pouvoir être à l'écoute de ses sensations corporelles en étant attentive à son assiette, en essayant de mieux ajuster les quantités et aussi en sachant se dire, OK, là, juste, j'en ai plus envie, je n'ai plus faim, c'est pas grave, je finirai plus tard. Si vous avez peur du gaspillage alimentaire, aujourd'hui, on a des réfrigérateurs, on peut mettre dans une boîte et finir les restes plus tard. Accepter ça, c'est le premier pas vers être plus respectueux envers soi-même, tout simplement. Donc, pour l'astuce de la faim, en fait, vous mangez une part en 5 minutes, vous laissez un petit temps de pause, vous vous demandez ce qui se passe, comment je me sens, est-ce que j'en ai encore envie, etc. Des fois, vous aurez encore besoin de manger, mais plus envie de ce qu'il y a dans votre assiette. Dans ce cas-là, c'est dommage. Autant aller manger autre chose, par exemple le plat ou autre, qui vous donne plus envie, avec lequel vous vous sentirez avec lequel vous ressentirez plus de plaisir, tout simplement. Et vous continuez l'exercice. Et le but, c'est de calmer le jeu de manger, de le faire plus doucement, plus sereinement. Et puis, donc, on a abordé la nourriture,
On a donc ce qu'on mange, ce qu'on boit, et maintenant parlons un petit peu d'activité physique. Donc pour mieux bouger, l'idée c'est quoi? Les recommandations officielles, au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour, de la marche rapide, du vélo, de la natation, de la danse, rigoler avec vos enfants pour ceux qui ont des enfants. Bon, moi j'ai 35 ans, je rentre à la maison, je mets de la musique et on saute tous dans la maison. Je suis désolée pour mes voisins, mais bon, je prends soin de ma santé, hein, c'est pour ça. Et on saute comme des fous et on est trop contents. Et du coup, en fait, de partager ça, ça donne de la joie, ça remplit le vase d'émotions positives, de ressentis positifs, et en plus, ça fait faire de l'activité physique. Donc, n'hésitez pas. Vos enfants, en général, ils sont toujours ultra joueurs pour ça, donc c'est super chouette. Et quand vous n'avez pas d'enfants, si vous aimez faire des activités, un peu de marche ou autre en fin de journée, n'hésitez pas. Si vous aimez écouter de la musique et danser comme un fou, dansez comme un fou. L'idée, c'est de faire quelque chose qui vous ressemble et que vous allez pouvoir refaire et refaire et refaire sans jamais vous lasser. Moi, je sais que j'ai une ou deux chansons, je peux les écouter n'importe quel moment, ça va me donner une pêche pas possible et ça va me donner envie de bouger. Donc voilà, trouvez la solution qui vous plaît, votre façon de pratiquer de l'activité physique. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de le faire. Il y a juste le faire en réalité. Et pour finir, déjà, je vous remercie pour votre attention, pour toutes les questions que je vais essayer de traiter. Et puis, je vous propose surtout de partir avec un objectif concret par rapport à vos habitudes et par rapport à tout ce qu'on a pu échanger sur cette présentation, avec donc manger un féculent complet tous les jours, manger des légumineuses au moins 2 fois par semaine, privilégier de l'activité physique au quotidien. Donc, ce qu'on appelle le NEAT, essayer de prendre des escaliers plutôt que l'ascenseur si votre état de santé vous le permet. Essayez de vous lever plusieurs fois de la chaise. Des choses qui sont toutes bêtes, en fait, finalement. Mettre les choses un peu loin pour vous obliger à aller les chercher, donc à vous lever, etc. Manger un poisson gras par semaine avec sardines, maquereaux, harengs, etc. On en a parlé tout à l'heure. Essayez d'être à l'écoute de ces sensations alimentaires. Et je vous dirais, au-delà des sensations alimentaires, essayez d'être à l'écoute de vos besoins plus largement et prenez le temps pour ça. Vous n'avez qu'une santé, vous n'avez qu'une vie et plus vous serez dans le moment présent et dans les ressentis, et en fait finalement, plus vous aurez une santé qui sera bonne parce que vous saurez répondre à votre besoin. C'est vraiment essentiel. L'alimentation, c'est juste une façon de le faire finalement. Et ensuite, essayez de viser des assiettes équilibrées, variées, diversifiées en couleurs. Je vous ai dit, prenez du plaisir, c'est ça le plus important. Et surtout, encore une fois, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. Et je vous propose de répondre à vos questions. Donc, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce que les laits végétaux sont aussi bons que les laitages classiques pour contrôler les problèmes inflammatoires? Il y a moins de problèmes d'inflammation avec les boissons végétales. Par contre, il faut faire attention à ces boissons végétales parce que pour le coup, elles peuvent contenir beaucoup de sucre. Donc, faut bien lire les étiquetages et vérifier qu'il n'y a pas de sucre caché. Concernant le soja, il y a des recommandations par kilo de poids de corps à respecter et donc il faut quand même être un peu attentif sur les produits au soja, notamment au cours de la vie pour les enfants, etc., pour être sûr de ne pas provoquer des problèmes supplémentaires. Est-ce qu'on prend des laitages normaux ou réduits en matière grasse? La matière grasse des laitages, excusez-moi, c'est toi qui as lancé, Madeleine? Oui, ça doit être toi. Non, je n'ai pas touché. Ah, mais... ok, je sais pas. Je pense qu'il manque une petite slide. Excusez-moi. Les laitages, donc normaux réduits en matière grasse, en fait, vous prenez ceux que vous prenez le plus de plaisir à consommer. C'est ça qui va être important. Dans les matières grasses des produits laitiers, il y a de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine E et qui sont essentielles pour l'organisme. Les compléments alimentaires sont-ils intéressants quand on est limité en alimentation diversifiée? Oui, mais pas n'importe lesquels. Et donc, pour le coup, Madeleine vous expliquera comment peut-être vous faire accompagner pour l'adapter à votre besoin. Le pain blanc, c'est ma drogue, mais qui me provoque des inflammations. Et oui, mais ce qui est bien, c'est quand même que vous êtes conscient qu'il y a quelque chose. Donc, plus vous conscientisez et plus vous vous faites du bien parce qu'au moins, vous savez quand vous le consommez qu'il faut vraiment l'apprécier parce que c'est votre petit péché mignon. Sur les compléments alimentaires, je ne vais pas revenir parce qu'il y a trop de choses à dire. Un avis sur le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est une façon de manger comme les autres. Elle convient à certaines personnes, elle ne convient pas à d'autres. Dans tous les cas, c'est une façon de mettre l'organisme au repos. Il n'y a pas de bonne réponse et de mauvaise réponse. Il y a encore une fois à pas se comparer aux autres et à se dire, est-ce que quand je fais le jeûne intermittent, vu que je mets mon tube digestif, mon système digestif au repos plus longtemps, est-ce que je me sens mieux? Si la réponse c'est non, parce qu'en fait je meurs de faim, parce que mon corps n'arrive pas à réguler, dans ce cas-là, il ne faut pas faire le jeûne intermittent.
je vais avoir 55 ans, faut-il que j'augmente ma consommation de protéines? Ça dépend de la consommation que vous avez actuellement, du coup, je ne peux pas répondre à cette question, je suis navrée. Aliments IG élevés, mais sportifs, risque de diabète ou non? Trop spécialisé, je suis vraiment navrée. Moi, le poids de la viande, 500 grammes, est-ce en cru ou en cuit? Non, du coup, c'est moins de 500 grammes par semaine de viande hors volaille. Donc, faut pas en manger 500 grammes par jour. Hein. C'était pas du tout notre message. Vous avez bien fait de nous poser cette question. Et en général, les 500 grammes, on dit que c'est en cuit. Quels antioxydants alimentaires? Mangez des fruits, mangez des légumes. Ne vous embêtez pas avec la micronutrition. Ça doit pas être chronophage dans votre cerveau. Si c'est trop chronophage, vous le ferez pas sur du long terme. Essayez de simplifier le processus. Essayez d'avoir un équilibre alimentaire et déjà de commencer par organiser vos courses pour être sûr que vos repas vont être équilibrés. L'eau gazeuse est aussi bien que l'eau plate. Non, l'eau gazeuse n'est pas aussi bien que l'eau plate. L'eau gazeuse, il y a des bulles à l'intérieur, donc forcément, elles vont se popper un petit peu dans votre estomac et donc d'augmenter un peu la dilatation de votre estomac. Par contre, ça vous fait pas non plus de mal, mais c'est à limiter comme le reste. Et même si vous le faites à la soda stream et qu'il y a moins de sel, ça reste une boisson plaisir. La seule eau dont on a besoin, c'est l'eau plate, éventuellement un peu aromatisée avec un peu de menthe dedans ou autre. Pour le yaourt, je peux pas vous répondre. Pareil, je suis désolée pour la ménopause, c'est un peu trop spécialisé. Faut-il manger seulement quand on a faim, quitte à ne pas respecter les horaires classiques de repas? On s'en fiche des horaires classiques de repas. En fait, c'est juste que la société nous a imposé un rythme. Et donc, évidemment, ce qui est le plus important, c'est de respecter votre rythme à vous. C'est vraiment mon message depuis tout à l'heure. C'est respecter vos envies alimentaires, ressentez ce qui se passe dans votre corps et soyez en respect de ça. Si vous pouvez le faire, c'est merveilleux. Malheureusement, beaucoup de gens sont obligés de manger à midi, machin, etc. Mais si vous avez la possibilité de manger quand vous avez faim, il n'y a aucun souci. Vous ne sauterez pas de repas à partir du moment où vous respectez vos sensations corporelles. Chocolat, une drogue pour moi. Bon, ok. L'eau fraîche, voire glacée, est-elle aussi bonne que l'eau tempérée? En général, on ne recommande pas l'eau fraîche parce qu'elle peut couper un peu la digestion et le fonctionnement de l'estomac. Et surtout, elle crée une hypothermie dans votre organisme. Donc, je ne vous recommande pas particulièrement l'eau froide. Le petit déjeuner idéal, on l'a vu tout à l'heure, donc je sais pas s'il y aura un replay, mais si c'est le cas, je vous laisserai regarder le replay. Jambon végétal est-il mieux que le normal? Non, il est encore pire. Parce que je vais développer un tout petit peu, parce que la composition nutritionnelle est encore pire que celui du jambon classique, avec souvent énormément de colorants, d'additifs alimentaires en tout genre, des texturants, etc. Donc non, c'est pour moi clairement pire. Le chocolat, tous les chocolats ont la même énergie. Ils font tous entre 500 et 600 kilocalories. Certes, ils n'ont pas tout à fait les mêmes macronutriments à l'intérieur, mais le chocolat, c'est un produit pour se faire plaisir. Si vous mangez du chocolat à 85% et que vous le trouvez dégoûtant, vous ne prendrez pas de plaisir à le manger, donc vous ingérerez juste de l'énergie pour rien du tout. Si vous préférez le chocolat au lait, prenez 1 ou 2 carrés de chocolat au lait, soyez en conscience quand vous le mangez, présent, conscient du plaisir que ça vous apporte, du sucre qui se développe dans vos papilles, etc. Mais ne prenez pas un chocolat qui ne vous donne pas de plaisir. En plus, vous aurez tendance à en manger 2 fois plus, donc ça n'a aucun intérêt. On parle souvent de régime pour perdre du poids, mais quels sont les meilleurs aliments pour prendre du poids sainement? On parle de l'avocat pour perdre comme pour prendre du poids. Quels sont les impacts? Un peu spécialisé, mais globalement, il n'y a pas de bons aliments, il n'y a pas de mauvais aliments. Il y a juste des aliments qui sont plus ou moins caloriques. Tu me dis quand il faut que je m'arrête. Il y a juste des aliments qui sont plus ou moins caloriques. Plus ils vont être de petits volumes et très caloriques, plus ils vont avoir tendance à nous faire prendre du poids. Pour info, dans les macronutriments, les protéines et les glucides, pour 1 gramme, c'est 4 kilocalories. Là où pour les lipides, 1 gramme, c'est 9 kilocalories. Donc, quand je mange des oléagineux, je mange plutôt des choses qui ont tendance à être lipidiques avec un petit volume alimentaire. Donc, c'est pour ça que ça me fait prendre du poids ou que, par exemple, ça peut me mettre en difficulté pour en perdre. Pour autant, on l'a vu tout à l'heure, les graines oléagineuses, c'est une merveille. Ça contient des oméga-3 anti-inflammatoires, ça contient plein de fibres qui sont bonnes pour notre tube digestif. Donc, en fait, c'est une merveille. Juste, il faut en consommer, encore une fois, la bonne dose en fonction de notre souhait. Si c'est prendre du poids, vous pouvez en manger un peu plus. Si c'est en perdre, il faut faire attention aux matières grasses. Est-ce que certains légumes crus créent de l'inflammation? Pas spécialement à ma connaissance. Peut-être les conifères qui peuvent être un peu indigestes, mais sinon, voilà. Je mange quand vous avez bien présenté les aliments très sains.
Dans ce cas-là, peut-être que vous mangez les bons aliments, mais pas dans la bonne quantité. C'est souvent ça le problème, en fait, c'est que je peux manger des féculents complets, mais si j'en mange trop pour mon organisme, ça marche pas. Je peux manger des matières grasses de bonne qualité, mais si j'en mets trop dans mes plats parce que je les dose pas, ça marche pas. Après, vous avez peut-être aussi des problèmes de santé autres que je ne connais pas. Mais globalement, quand on mange selon son appétit, et chaque bébé sait dire stop à un biberon, donc on porte tout ça en nous. Pourtant, les bébés adorent le bibi de lait, il n'y a pas de question là-dessus. Mais globalement, voilà, peut-être juste que c'est pas les aliments que vous choisissez, mais c'est comment vous répartissez votre assiette qui est un souci. Et je pense que Madeleine, je vais te laisser la parole, ça sera ma dernière question, pour justement en parler, pouvoir en parler avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Je vous remercie encore une fois pour toutes vos questions, pour votre participation et pour votre écoute attentive. Merci beaucoup, Madeleine. C'était très clair, je pense, pour tout le monde. Bonne journée à tous. Effectivement, je prends un petit peu la main. Effectivement, Madeleine le présentait juste avant. Mais effectivement, avec Apicil, les assurés peuvent bénéficier d'un accompagnement nutrition via l'application Smart Diet. Est-ce que Sabine, vous vouliez le présenter ou est-ce que ça vous va si je le fais? Allez-y, Ouais, je vous laisse. c'est parti. Merci. Donc, merci à tous, merci à Madeleine du coup pour ce webinaire. Effectivement, ça me permet de faire vraiment ce lien. Vous avez posé pas mal de questions et justement, vous pourrez continuer à poser vos questions et en tout cas avoir certaines réponses justement sur la nutrition et sur votre alimentation via l'application Smart Diet. Alors, je vais juste voir si j'ai la main. Hop. Est-ce que Sabine, vous pouvez passer les slides parce qu'effectivement, j'ai pas la main. Merci beaucoup. Donc, effectivement, vous avez accès à un accompagnement nutrition sur toute l'année de façon, du coup, accessible grâce à Apicil. Donc, juste sur la slide juste avant, Sabine, pour commencer, vous aurez juste à télécharger l'application Smart Diet. Elle est retrouvée donc sur iOS et sur Android. Et donc, vous allez valider les CGE et CGV quand vous allez donc vous inscrire. Il faut savoir que la personne n'a accès finalement à vos données de santé à part vous-même. Donc ça, c'est déjà d'un point de vue sécurité totalement OK. Sur la slide juste après, donc quand vous allez vous inscrire, vous allez remplir justement... voilà, parfait. Vous allez remplir justement un petit questionnaire qui va permettre de personnaliser votre application. Et c'est là que justement, vous pourrez retrouver des contenus qui sont adaptés à vos besoins finalement. Tout à l'heure, on parlait de différentes problématiques, soit de santé ou soit justement des questionnements que vous aviez. C'est justement à ce moment-là que vous pourrez justement personnaliser l'application. Donc, vous allez remplir, donc, est-ce que vous êtes un homme, une femme, quelle est votre date de naissance, si justement votre foyer, vous êtes plutôt solo, en couple, en famille, parce qu'effectivement, dans le cas où on a des enfants ou quand on est en colocation ou tout seul chez soi, on a tendance justement à avoir une alimentation qui est différente. Donc, c'est important de l'avoir aussi en tête. Ensuite, vous allez remplir aussi des thématiques bien précises. Donc, dans le cas où vous souhaitez prendre du poids, justement, on en a parlé juste après, perdre du poids, est-ce que vous avez peut-être un mode alimentaire un peu différent? Est-ce que vous êtes végétarien, flexitarien ou est-ce que vous avez une pathologie particulière? Dans ces cas-là, justement, vous allez le remplir dans ce petit questionnaire. Donc, sur la slide juste après, Sabine, je vous laisse passer. Vous allez justement avoir donc, différents onglets. Vous allez avoir l'onglet contenu, coaching, événements et progrès dans l'application Smart Diet. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir rentrer dans l'onglet coaching et remplir votre questionnaire. Donc, c'est un questionnaire, on l'appelle même Smart Profile chez Smart Diet. Donc, c'est un questionnaire, vous remplissez du coup pas mal de petites questions, comme buvez-vous au moins 1,5 litre d'eau par jour, ce qui peut être compliqué. Donc, soit vous remplissez jamais, parfois, souvent, toujours. Et derrière, ça va vous donner justement un Smart Profile, donc un résultat justement sur vos habitudes alimentaires. Est-ce qu'elles sont justement à améliorer ou est-ce qu'elles sont, entre guillemets, parfaites? Même si, bien sûr, ce n'est jamais parfait. Mais voilà, est-ce que vous respectez en tout cas les recommandations nutritionnelles? Et dernière, ça vous donne vraiment un Smart Profile. Donc, c'est ça vraiment ce qui est assez intéressant. C'est que derrière, après, vous saurez sur quoi vous pouvez justement améliorer finalement vos habitudes. Donc, sur la slide juste après Sabine, vous allez avoir un petit descriptif finalement des différentes fonctionnalités de l'application Smart Diet. Donc, comme je vous le disais, vous avez l'onglet contenu. Sur l'onglet contenu, vous retrouvez justement différents contenus. Donc, vous avez des podcasts, vous avez des vidéos, vous avez des articles et qui sont soit sélectionnés pour vous, donc selon le questionnaire d'onboarding juste avant,
soit plutôt pour tous parce que vous avez envie de checker différents articles qui ne sont pas forcément adaptés pour vous, mais vous avez envie de regarder. Donc ça, vous le pouvez aussi. Donc n'hésitez pas à justement répondre à vos questions avec finalement les contenus SmartDiet. Ensuite, vous avez l'onglet plutôt événements. Donc dans cet onglet, vous retrouvez donc des menus. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez adapter justement ces menus. Donc vous avez soit les menus végétariens, soit les menus omnivores. Et quand vous cliquez, vous pouvez retrouver justement la liste des ingrédients et adapter cette liste des ingrédients selon le nombre de personnes que vous êtes dans votre foyer. Donc ça, c'est aussi bien. Comme ça, quand vous faites les courses le week-end, vous savez à peu près en termes de quantité ce qu'il vous faut. Vous avez aussi l'onglet webinaire où vous retrouvez des webinaires nutrition avec nos diététiciennes comme Madeleine. Et après, vous avez aussi des challenges individuels. Donc, c'est des challenges une fois par semaine qui vous permettent justement de vous challenger sur des habitudes alimentaires. Donc, par exemple, cette semaine, je vais boire 1,5 litre d'eau par jour. Je ne vais pas ressaler mes plats. Je vais rajouter des légumes dans mes assiettes. Voilà, c'est vraiment vous challenger sur l'année. Et derrière, vous avez en plus des petits trophées. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment l'onglet événements. Et juste après, Sabine, on a une dernière slide. Hop, donc qui est la slide, je vais dire, la plus importante finalement. Donc, pour justement commencer votre accompagnement nutrition, comme je vous disais, vous téléchargez bien votre application, soit avec iOS juste à gauche, soit avec Android juste à droite. Il faut savoir aussi que l'application est aussi sous version web. Donc, dans le cas où vous n'avez pas forcément un téléphone adapté, vous pouvez aussi aller sur smartdiet.app, ce qui vous permettra aussi d'avoir accès à l'application sur ordinateur. Donc, vous téléchargez l'application, vous créez votre compte avec l'email de votre choix et après, vous rentrez bien le code d'activation HappyNutSD26. Et c'est ce code justement qui vous permettra d'avoir accès à l'application de façon adaptée et en fonction justement, liée en tout cas à HappyCell finalement. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse support@smartdiet.fr. Et je vois que Sabine, vous aviez peut-être quelque chose à rajouter. Non, mais justement, voilà, à la lecture des questions dans le chat, cette application est financée par l'Action sociale et sociétale pour donc nos assurés pendant 1 an. Voilà, c'était pour compléter Tout à fait. votre... Et donc, je vois qu'il y avait une question sur je peux remettre le code. Quand vous dites que vous pouvez remettre le code, c'est que vous êtes peut-être déjà inscrit, c'est ça? Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à directement écrire à notre adresse support@smartdiet.fr et comme ça, on pourra vous l'actionner. Dans ces cas-là, il n'y a aucun souci. Je regarde aussi les questions. Ah mince, j'ai fait en même temps l'inscription et je n'ai pas mis le code. Oui, voilà. Donc, n'hésitez pas, c'est pas grave. Dans ces cas-là, vous pouvez nous écrire à support@smartdiet et nous, à la mano, du coup, on le fera avec notre équipe support. Aucun souci. Hop, c'est notre code entreprise. Alors, effectivement, vous allez retrouver donc soit code entreprise ou adhérent. Vous rentrez justement ce code à cet endroit-là au moment de l'inscription. Tout à fait. Pour le code, hop, est-ce que cela permet d'avoir un coaching gratuit? Donc, ce qui est bien, c'est que là, vous avez vraiment un accompagnement nutrition avec différents challenges depuis l'application. C'est un peu votre diète dans la poche. Dans le cas où vous souhaitez un coaching nutrition en visio ou par téléphone avec votre diététicienne, ça, vous pouvez le prendre, mais par contre, ce sera à votre charge, effectivement. Tac. Et après l'année, donc pour l'instant, on est sur une année. Voilà, c'est sur une année, puis après, au bout d'1 an, à vous de, voilà, ce sera à votre charge si vous le souhaitez. Tout à fait, je vois qu'il me reste. Ah, effectivement, j'ai un petit peu dépassé. Il faut savoir que l'application est disponible sur toute l'Europe. Donc, dans le cas où vous êtes au Luxembourg, il n'y a aucun souci. Hein. Tac. Voilà, exactement. C'est téléchargeable sur Google Play. Hop. Voilà, je regarde en même temps les différentes questions. Si vous avez des questions, comme je vous disais, n'hésitez pas à nous écrire à smartdiet.fr. Je vois qu'il est 13h02, donc c'est vrai qu'on va devoir couper le webinaire. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Ce sera soit moi ou une autre de mes collègues qui vous répondra directement. Avec grand plaisir. Merci. En tout cas, merci. Merci infiniment à Madeleine et Madly pour la qualité de nos échanges et pour ce super webinaire. En tout cas, effectivement très vivant et très solaire, comme j'ai pu le lire dans le chat. Ah bah super. Et puis voilà. Donc le replay sera disponible. Je vous remercie de votre présence et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous de prévention et infiniment merci. Très bonne journée. Bonne journée. Au revoir, merci à tous. Au revoir, merci.